bienvenue à tous pour cette deuxième vidéo. Aujourd'hui, je vais continuer à vous lire les grands contes de Suisse et ça sera les contes du canton de Genève. Alors installez-vous confortablement et allons-y. Les larmes des anges. Si la région de Genève est aujourd'hui belle, plaisante et prospère, il n'en a pas toujours été ainsi. Dans des temps fort reculés, le ciel était bas, toujours voilé d'une épaisse brume grisâtre, et la terre était aride. Rien ne poussait, à l'exception de quelques chardons. De vastes étendues au sol rocailleux s'étendaient à perte de vue. Pas un oiseau ne gazouillait, pas une rivière ne ruisselait, pas un rayon de soleil ne perçait. Seul le silence régnait en maître. Le paysage était désolé, et l'humeur de très rares habitants était à l'image de cette atmosphère morne et triste. La situation était telle qu'une mesure d'urgence fut prise, et 3 anges furent dépêchés sur terre. Leur mission était claire, métamorphoser la région, y mettre du beau, du joyeux, du gracieux. D'un naturel fort et courageux, les 3 anges se mirent donc à la tâche. Ils commencèrent par souffler ensemble sur la brume, qu'ils remplacèrent aussitôt par un air pur et vivifiant. Ils s'attaquèrent ensuite à la terre et remodelèrent ainsi la région, creusant des vallées et façonnant des rivières. Puis ils semèrent des graines au gré du vent, qui donnèrent vite naissance à une végétation luxuriante. La nouvelle se propagea aussitôt dans les hameaux alentours, et les gens ne tardèrent pas à venir s'installer ici. Il faut dire que la vie y était particulièrement agréable. Les habitants se sentaient bien et cohabitaient dans une parfaite harmonie. La région avait comme un petit goût de paradis sur terre. Les anges pouvaient être contents de leur travail. Ils avaient réussi leur mission. Leur plus belle récompense était d'ailleurs de voir tous ces gens si heureux. Les anges aimaient les observer et ils ne se lassaient pas non plus d'admirer ces paysages grandioses. Hélas, un jour, ils durent se rendre à l'évidence. Leur travail ici-bas était terminé et bientôt ils furent rappelés. Avant de quitter ce lieu magique, ils se remémorèrent la morne plaine qu'ils avaient connue, puis ils contemplèrent ce paysage haut en couleurs qui s'étendait à perte de vue. Ils respirèrent une dernière fois cet air au parfum si pur et délicieux, puis ils firent leurs adieux. Heureux, mais le cœur gros, les anges versèrent chacun une larme. Ces 3 larmes donnèrent naissance à 3 lacs, le lac Léman, le lac du Bourget et le lac d'Annecy. La marmite de la mer Royaume. Par une nuit froide et sans lune du mois de décembre 1602, la ville de Genève est profondément endormie. Pas un bruit ne vient troubler la quiétude de ses habitants. Et pourtant, cette nuit du 12 décembre 1602, d'apparence si ordinaire, est sur le point d'entrer dans les livres d'histoire. C'est en effet cette nuit-là que le duc Charles-Emmanuel de Savoie décide d'envoyer 2000 mercenaires prendre la ville d'assaut. Leur objectif est clair, prendre le contrôle de la cité en escaladant ses murailles. Sitôt arrivés aux portes de Genève, les troupes savoyardes assemblent le matériel et apposent des échelles contre les murs. Les soldats ont déjà bien entamé leur escalade quand 2 gardes genevois détectent des bruits suspects sur les remparts. Ils donnent l'alerte et quelques minutes plus tard, la cloche de la cathédrale Saint-Pierre sonne le tocsin, relayé aussitôt par toutes les cloches des églises de la ville. Genève la paisible est réveillée en sursaut. À l'époque, la famille Royaume habite juste au-dessus de la porte de la Monnaie, et c'est donc sous ses fenêtres que se déroulent les combats. Catherine Royaume, surnommée affectueusement la mère Royaume, ne dort pas. Affairée dans sa cuisine, elle est en train de faire mijoter une soupe de légumes pour sa marmaille. Quand elle entend le tocsin, son cœur bondit dans sa poitrine. Genève est en danger. N'écoutant que son courage, la mère Royaume attrape sa lourde marmite de soupe chaude qu'elle lance par la fenêtre sur la tête d'un assaillant. Toute la nuit durant, depuis leurs fenêtres, les Genevois jettent meubles divers et ustensiles de cuisine. Après avoir lutté bec et ongle une grande partie de la nuit, ils finissent par repousser définitivement leur adversaire. Genève est sauvée et restera libre.
Genève commémore cette bataille en organisant en décembre la fête de l'escalade, symbole du patriotisme et de cette résistance face à l'ennemi. La mère Royaume est célébrée par les Genevois comme une véritable héroïne. Son geste a d'ailleurs donné naissance à une délicieuse tradition. Le soir du 12 décembre, les familles genevoises achètent ou confectionnent une marmite en chocolat garnie de petits légumes en masse-pain. La coutume veut que le plus jeune membre de l'assemblée ainsi que le plus vieux prisent ensemble la marmite en prononçant solennellement ces paroles. Ainsi périssent les ennemis de la République. Ensuite, place à la dégustation. Le géant Gargantua. Il y a très longtemps vivait un célèbre géant nommé Gargantua. On disait que si ce géant était si grand, c'est parce qu'il mangeait énormément. Tout bébé déjà, il pouvait boire à lui tout seul le lait de 17 913 vaches. Une fois adulte, Gargantua continua de manger et de boire en très grande quantité. Il aimait aussi beaucoup découvrir de nouvelles contrées. Et c'est au cours d'un de ses nombreux voyages qu'il traversa la région genevoise. Sa visite ne passa pas inaperçue et le paysage en fut pour toujours métamorphosé. Gargantua avançait à pas de géant en direction de l'Italie. Quand arrivant à hauteur de Genève, il décida de faire une petite halte. Ah, cette chaleur et cette promenade lui avaient donné grand soif. Mais où pourrait-il bien se désaltérer? Il avait envie de boire des litres et des litres d'eau. Il regarda alentour et aperçut alors le Rhône qui coulait. Mais le fleuve était bien trop étroit pour qu'il puisse y boire à son aise. Tout à coup, Gargantua eut une idée. Il commença à creuser de chaque côté du Rhône afin de créer un plan d'eau suffisamment grand pour pouvoir boire confortablement. Il creusa et creusa encore. Il retirait d'énormes blocs de terre et de grosses pierres qu'il entassait sur la rive gauche. En attendant tout ce remue-ménage, les habitants des alentours s'approchèrent pour observer le géant, caché derrière des fourrés. Voyant l'amas de pierres se former sur la rive et une montagne s'ériger, les habitants s'écrièrent: Oh, mais regardez comme ça lève! Sans le savoir, ils venaient de trouver le nom de cette nouvelle montagne, le mont Salève. Une fois qu'il eut terminé de creuser, Gargantua contempla son œuvre. D'un côté, il avait érigé une nouvelle montagne, et devant lui s'étendait à perte de vue un magnifique lac, le lac Léman. Heureux de pouvoir enfin se désaltérer, il avala goulûment plusieurs litres d'eau du Léman. Mais au moment de partir, on ne sait pourquoi, quelque chose énerva Gargantua. Avala-t-il un peu d'eau de travers? En voulait-il à quelqu'un en particulier? Personne ne le saura jamais. Toujours est-il que, dans un accès de colère, il lança en direction de Genève 2 grosses pierres qui atterrirent dans le lac Léman. L'eau éclaboussa le géant qui aussitôt se calma. Il essuya son visage, regarda une dernière fois ce paysage grandiose, puis, en quelques enjambées, il rejoignit l'Italie sans se retourner. Mais du mont Salève au lac Léman en passant par les 2 gros rochers émergeant en rade de Genève, les traces du passage de Gargantua sont bien là. La Dame Blanche de Rouelbeau. Entourées d'arbres et de marais, les ruines du château de Rouelbeau abritent un terrible secret. À la veille de Noël, quand la nuit est sans lune, la Dame Blanche apparaît et malheur à qui se met en travers de sa route. Mais qui est-elle et que fait-elle? Pour le savoir, il faut remonter en l'an 1318. Le chevalier Humbert de Choulais venait alors d'achever la construction de son château.
Comme nous allons être bien, se réjouissait son épouse. J'imagine nos futurs enfants jouer ici. Hélas, son bonheur ne fut que de courte durée, car très vite, le chevalier répudia sa femme. Rongée par le chagrin, la pauvre quitta le château. Elle erra dans la région quelque temps, espérant que son époux changerait d'avis. Si au départ le triste sort de la châtelaine toucha les villageois, ils se lassèrent au bout de quelques mois de la voir promener son chagrin sur les chemins. Et un jour, cette femme disparut. Mais des années après, à la veille de Noël, un étrange phénomène se produisit. Alors qu'il rentrait tard par une nuit noire, un villageois aperçut près du château de Rouelbeau une ombre blanche. Pensant qu'il s'agissait d'une personne égarée, l'homme s'approcha pour l'aider. C'est alors qu'il comprit sa méprise. Face à lui se tenait une dame blanche qui semblait flotter dans les airs. D'une voix d'outre-tombe, elle déclara: « Je suis la dame de Rouelbeau, j'attends mon époux. Nous devons nous retrouver un soir sans lune à la veille de cette fête de Noël que j'aimais tant. Alors allez-vous-en, quiconque s'approchera à nouveau de mon château ce soir-là n'en reviendra pas. » Terrifié, l'homme s'enfuit et avertit les villageois. Depuis lors, plus personne ne s'aventura près du château à Noël. Les années passèrent ainsi. Mais un 24 décembre particulièrement glacial, un homme pénétra dans la forêt de Rouelbeau. Tremblant de faim et de froid, il avançait tant bien que mal malgré la neige qui lui fouettait le visage. Il avait promis à sa famille de rapporter du gibier afin qu'ils aient à manger pour la nuit de Noël. Hélas, le pauvre homme ne trouva rien dans la forêt et à force de tourner en rond, il finit par se perdre. Il se retrouva tout à coup devant le château de Rouelbeau. Apeuré à la vue de ces ruines qu'on disait hantées, il voulut faire demi-tour, mais il était déjà trop tard. La dame blanche était là, devant lui. « J'avais pourtant demandé de me laisser en paix, » déclara-t-elle. Le pauvre homme lui expliqua la raison de sa présence. Sa famille n'avait plus que des miettes à manger. Désespéré, il se mit à pleurer. Émue par ses larmes, la dame blanche lui offrit quelques trésors qu'elle gardait cachés dans son château. L'homme et sa famille pourraient ainsi manger à leur faim. « Écoute-moi, lança-t-elle à l'homme. Devoir pleurer m'a rappelé les larmes que j'avais versées. C'est pour ça que j'ai décidé de t'aider. Mais c'est la dernière fois. Le prochain qui viendra me déranger n'aura pas la même chance que toi. Je veux qu'on me laisse en paix à tout jamais la veille de Noël, car j'attends mon chevalier. Je sais qu'il reviendra vers moi ce soir-là. Ce sera alors le plus beau des Noëls, » ajouta-t-elle avant de disparaître dans le ciel. Les poissons géants. Par une belle journée ensoleillée, un groupe d'enfants jouait sur les rives du lac Léman, quand l'un d'eux s'arrêta net, pointant du doigt la surface de l'eau. « Là, là !» s'écria-t-il. « Regardez, il y a quelque chose qui bouge sous l'eau. C'est énorme, on dirait un monstre. » Aussitôt, les enfants se précipitèrent sur la rive. Ils ne purent pas voir distinctement le monstre, mais ce qu'ils virent leur fit dresser les cheveux sur la tête. Une ombre géante se faufilait sous la surface de l'eau. Mais alors que les plus téméraires se tordaient le cou pour mieux voir, l'ombre plongea dans les profondeurs sombres du lac et disparut. À peine rentrés au village, les enfants racontèrent leur découverte. Ils voulaient prévenir tout le monde et surtout les pêcheurs. Ils devaient être très prudents car le lac Léman abritait un monstre. Il faudrait qu'on lui trouve un nom, suggéra un enfant. Le monstre du Loch Ness s'appelle Nessie. Comment pourrions-nous appeler le nôtre? Les enfants commençaient à chercher un prénom de monstre quand les pêcheurs les arrêtèrent dans leur élan.
pêcheurs embarquèrent comme à leur habitude. Mais alors qu'ils commençaient à pêcher, une ombre étrangement grande s'approcha du bateau. Le pêcheur qui la remarqua se frotta d'abord les yeux. Mes yeux me jouent des tours ce matin. Je ne suis pas bien réveillé, dit-il aux autres. J'ai cru voir un monstre sous l'eau. Certains pêcheurs éclatèrent de rire, mais d'autres commencèrent à pâlir en repensant à ce que les enfants leur avaient raconté. C'est alors que la ligne de pêcheurs se tendit brusquement. Un poisson avait mordu à l'hameçon. Le pêcheur tira sur la ligne, mais il ne parvint pas à remonter le poisson sur le pont. Un deuxième pêcheur vint l'aider, puis un troisième, un quatrième. Un poids pareil, ça ne peut pas être un simple poisson, pensèrent les pêcheurs en tremblant de peur. Quand enfin ils remontèrent leur proie, ils découvrirent un poisson géant de près de 2 mètres. Les enfants ne leur avaient donc pas menti. Ils rentrèrent au port annoncer la nouvelle. Vous aviez raison, les enfants, s'écrièrent les pêcheurs. C'était bien un monstre que vous aviez vu, et le voici, s'exclamèrent-ils en montrant leurs produits de leur pêche. Un silure géant aux mâchoires impressionnantes. Mais pourquoi est-il si grand? S'inquiétèrent les enfants. C'est parce qu'il a un appétit d'ogre, répondirent les pêcheurs. Ouf, heureusement que vous l'avez attrapé, déclarèrent les enfants soulagés. Nous avons pêché celui-ci, mais il y en a sûrement d'autres. Mieux vaut donc être prudent, conseillèrent les pêcheurs. Alors écoutez bien vos parents et ne vous baignez jamais seuls dans le Léman, les enfants. Si le Loch Ness a son monstre et le port de Marseille sa sardine géante, le Léman a quant à lui des silures gigantesques aussi gourmands que des ogres. Le mythe de Frankenstein. Été 1816, les journées se suivent et se ressemblent tristement. Pluie, froid et ciel gris accablent la petite ville de Colonie, près de Genève. Les habitants doivent se faire une raison. Le soleil ne semble pas décidé à montrer le bout de son nez. Installés dans un manoir sur les bords du Léman, 4 jeunes gens regardent désespérément les gouttes tomber. Je crois que, pour l'instant, il nous faut oublier promenade et baignade, se lamente l'un d'eux. Oui, et cela n'est pas près de s'arranger, retoqua un autre en observant le ciel devenu brusquement noir. Les 4 amis s'approchent des fenêtres au moment où le ciel se met à gronder et l'orage a éclaté. Ce n'est pas vrai, une tempête va encore venir gâcher la soirée et nous ne pourrons pas nous promener, regrette-t-il. Mais alors qu'ils se lancent dans d'interminables discussions, l'un d'eux a une idée. Et si nous faisions un petit jeu? Je propose un concours d'histoire de fantômes. Chacun écrit son histoire et ensuite on se les lit. Ça vous dit? La proposition est accueillie avec grand enthousiasme. Feuilles et crayons sont distribués. L'aventure peut commencer. L'unique femme du groupe, Marie, s'installe confortablement dans un fauteuil face à une fenêtre. Colonie est située sur un coteau dominant le lac Léman et ce paysage grandiose sous l'orage lui inspire 1000 et une idées. Dans l'obscurité de cette nuit agitée, elle invente alors un personnage bien loin des contes de fées. Toute la nuit, Marie écrit et ne peut plus s'arrêter. Elle vient de donner vie à un monstre imaginaire qu'elle appelle Frankenstein. Mesurant 2 mètres, il a pour particularité physique une grosse tête couverte de cicatrices ainsi que 2 vis dans le cou. Emportée par son élan, Marie écrit 3 jours durant et sa petite histoire devient un véritable roman. Quand elle le lit à ses amis, ils sont conquis. L'histoire est incroyable, c'est du jamais vu. Quelle imagination, quelle inspiration, s'écrie-t-il. Eux aussi ont écrit des récits, mais celui de Marie est le plus abouti. À ce moment, Marie ne le sait pas encore, mais elle vient d'inventer un nouveau genre d'histoire. C'est ce qu'on appellera plus tard la science-fiction. 2 années après cette nuit de l'été 1816 à Colonie,
le livre de Marie Shelley sera publié et sa créature aura un destin hors du commun. La légende de Frankenstein est donc née sur les bords du Léman. Et ce récit marquera la littérature dans le monde entier. Alors, si vous vous ennuyez un soir d'orage, prenez un crayon et un papier, installez-vous confortablement derrière la fenêtre, de préférence à colonie. Admirez la tempête et qui sait, peut-être que l'inspiration sera au rendez-vous et que vous aussi, vous inventerez un personnage complètement fou. Voilà,